Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. 2 morts, dont un enfant, 68 blessés. Dernier bilan sur un marché de Noël en Allemagne. Une voiture a foncé sur la foule à grande vitesse hier soir à Magdeburg, c'est dans le nord-est du pays. Le terrorisme frappe encore une fois en Europe. Quel est votre sentiment ce matin ? Déjà, c'est de l'effroi et de la solidarité avec les gens qui ont été victimes de cet horrible attentat. Je pensais à ça hier parce que c'est assez facile malheureusement de sentir en solidarité. On a tous des marchés de Noël en ce moment, vous savez, dans nos circonscriptions, Saint-Ouen, Épinay, et Strasbourg avait été touché. Et donc on imagine très bien ce que tout d'un coup peut déclencher un véhicule qui vient frapper et qui vient, semer l'horreur dans un marché de Noël. Bon, alors après, de ce que j'ai compris, gardons-nous quand même de conclusions trop hâtives. J'ai cru comprendre que la personne ne correspond pas, le moins qu'on puisse dire, à ce qui pourrait être un terroriste. Quand on parle de terroriste, en général, c'est islamiste, oui. C'est ça qu'on veut dire. Bon, donc attention aux récupérations. Ce serait le cas, ça ne me poserait pas de problème de le dire et le dénoncer, mais je préférais que ce soit pas le cas parce que des fois, à partir de là, il y a une série successive. Donc voilà, Jordan Bardella s'est d'ailleurs empressé hier soir de dénoncer cette histoire. Oui, bien sûr. En Allemagne, l'AfD, l'extrême droite allemande. Je remarque que l'AfD et le Rassemblement national font la même récupération, ça ne m'étonne pas vraiment. Donc attendons. Pour l'instant, ce qu'on laisse supposer, c'est plutôt quelqu'un qui a des troubles psychiques, manifestement, et qui était plutôt critique justement avec des visions intégristes de l'islam. Donc, tournons-nous-en pour l'instant à la solidarité, à dénoncer ce qui s'est passé. Et puis, s'il faut aller plus loin, moi, j'aurais aucun problème à le dire. Mais vous parliez des marchés de Noël. Il faut les sécuriser en France, notamment, et les rassemblements là. Ouais, mais ça, c'est comme une piqûre de rappel. Bien sûr, mais vous pouvez pas tout sécuriser non plus. Malheureusement, quelqu'un qui, à un moment donné, vient pour tuer comme ça avec un véhicule bélier. Vous pouvez faire ce que vous voulez, que ça soit à Nice quand il y avait eu le camion, que ce soit... Il y a des mesures de protection qui seraient efficaces. Non, je dis pas le contraire, mais n'ayons pas non plus trop d'illusions sur l'idée que on pourrait tout empêcher quand vous avez quelqu'un de déterminé à commettre un attentat. En tout cas, c'est l'horreur et vraiment, moi, j'exprime toute ma solidarité aux gens qui en sont victimes. L'actualité en France, ça revive aussi des souvenirs dramatiques avec le verdict de la Cour d'assises spéciale de Paris, qui a été salué d'ailleurs par la famille de Samuel Paty, des peines supérieures au réquisitoire prononcées hier, 16 ans pour les 2 amis de l'assassin, condamnés pour complicité d'assassinat. Et la Cour condamne aussi d'ailleurs les 2 auteurs de la campagne de haine qui ont désigné comme cible Samuel Paty. Vous retenez quoi de ce procès, de ce verdict, vous ? Manifestement, je retiens déjà ce que dit la famille, c'est-à-dire l'idée que pour eux, justice a été rendue. C'est toujours nécessaire quand vous vivez un deuil qui est un deuil quelque part national par rapport à ce qui s'est passé vis-à-vis de Samuel Paty. Voilà, j'ai pas d'observation particulière. J'observe que je pense que c'est bien de rappeler que il y a les auteurs là pour le coup d'un attentat terroriste évident. Il y a mais il y a aussi ceux qui ont quelque part en préparent la chose, quoi, et que ces gens-là sont aussi responsables. Et justement, sur ce sujet-là, on a entendu les familles, les accusés, les avocats des accusés dénoncer un procès politique, finalement, en tout cas des réquisitions qui vont, des peines qui vont au-delà des réquisitions, et donc un procès politique. De toute façon, il y a un côté politique dans ce procès. Je veux dire, l'acte est politique. Enfin, au sens, qu'on souhaiterait pas, mais il est politique. Donc, inévitablement, dans ce cas-là, il y a un signal envoyé. Les juges sont pas complètement en dehors de la société. Vous voyez? Donc, ils ont jugé sur les faits, mais ils ont jugé aussi sur un certain contexte. L'horreur de l'assassinat de Samuel Paty, justifie qu'à un moment donné, viennent aussi s'inviter dans les accusations. Voilà. J'ai pas spécialement j'avoue que j'ai pas regardé non plus dans le détail. Je parle notamment des personnes qu'on accuse d'avoir semé la haine et d'avoir créé le contexte dans lequel s'est passé cet attentat. Mais c'est un procès politique, mais c'est assez normal que ce soit aussi un procès politique. On peut, juste d'un mot pour finir là-dessus, mais on peut aujourd'hui montrer des caricatures de Mahomet en cours d'éducation civique comme l'avait fait Samuel Paty et ne plus risquer d'être assassiné après ce procès-là. Je le souhaite. Je pense pas qu'il y ait autant de réactions qu'on peut le dire, notamment de difficultés vis-à-vis des enseignants. Moi, j'entends beaucoup d'enseignants de Seine-Saint-Denis qui
ne sont pas d'accord avec la caricature qui est faite, ou parfois on explique qu'ils ont du mal, par exemple, à faire certaines... Une forme d'autocensure. Voilà. Moi, je parle avec beaucoup d'enseignants qui me disent qu'ils se reconnaissent pas là-dedans. Alors après, il faut trouver les formes, mais ça c'est vrai par rapport à toute, par rapport à toute religion, par rapport à toute pensée. Il faut respecter aussi, bien évidemment, ceux qui sont en face de vous. Je veux dire, si à un moment donné, vous faites quelque chose qui est tellement provoquant que ça ferme la possibilité de réflexion, mais moi, c'est une vision qu'on donne des choses que dans lesquelles... Là aussi, je dis un peu prudence. Voilà. Alors, ça fait une semaine que le cyclone Chido a dévasté Mayotte. Emmanuel Macron a été confronté, on l'a vu, on l'a beaucoup dit, à la colère des sinistrés qui ont le sentiment que la métropole fait pas ce qu'il faut. Au-delà de la réponse, pour le moins malheureuse, on va dire, du président, si c'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. La réponse de l'État français, est-ce qu'elle est réellement défaillante à vos yeux? Oui, bien sûr. Alors, elle est défaillante à plusieurs titres. Elle est défaillante d'abord en anticipation. Pour le cas particulier de Mayotte, pour le cas particulier des Outre-mer, pour le cas général de tout ce qui a les liens maintenant avec les catastrophes naturelles aggravées par le réchauffement climatique. Voilà, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt dans ce pays. Moi, ça fait des années que, en tant que président de la Commission des finances, par exemple, je demande que dans les budgets annoncé par l'État, on ait une réflexion sur ce qui va être nécessaire en termes de réparation, par exemple, d'anticipation des choses, en termes d'équipement. Ça date de bien avant Emmanuel Macron, ça, ce que vous dites. Ça fait des... Est-ce que je vous ai dit l'inverse? Non, mais je n'ai pas dit l'inverse, sauf que Emmanuel Macron, il y a un petit problème quand même, c'est qu'il avait promis une grande loi en 2018 justement de gestion des catastrophes naturelles. Elle n'a pas eu lieu. Il y avait eu une direction interministérielle qui travaillait sur le sujet, mais lié aux Outre-mer, elle a été éliminée. Et on a nous fait une commission d'enquête à l'instigation de mon collègue insoumis de Martinique, Nilor, et qui a été sabotée. C'est quoi? C'est une volonté de pas voir, c'est qu'il participe aussi justement au fait que à la fois il n'y a pas des budgets pour anticiper la question du dérèglement climatique, mais en plus on n'a pas non plus de budget suffisant pour pouvoir agir très rapidement. C'est un problème budgétaire ou c'est cette espèce d'inertie. La gauche a pas fait beaucoup mieux avant. Mais peut-être, mais c'est un problème budgétaire et de moyens avant tout. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous n'avez plus suffisamment d'hôpital de campagne, d'accord? Moi, c'est ce que j'ai entendu. C'est-à-dire que on n'a plus aujourd'hui, on l'avait vu un peu pendant le Covid déjà, vous n'avez plus suffisamment d'hôpital de campagne. C'est un problème budgétaire. Quand vous n'avez plus suffisamment de logistique et que quelques jours après ce qui est arrivé à Mayotte, les gens font 2 heures de queue pour avoir 3 boîtes de conserve et 2 bouteilles d'eau, c'est aussi ça qui explique la colère des gens. Indien, il n'y a plus rien. Enfin. Comment? On est au milieu de l'océan Indien, il y a plus rien. Ok, mais ça, sauf que Mayotte, figurez-vous, la question de la situation à Mayotte, y compris dans la commission d'enquête je vous parle, à un moment donné, il y avait une catastrophe naturelle de ce type, et on sait tous que les cyclones sont en train de prendre un poids supérieur, une force supérieure du fait du réchauffement climatique, ça avait été dit que ça serait absolument une catastrophe. Bon, donc je constate qu'il n'y a pas des choses qui permettent de l'anticiper, mais je vous fais remarquer que de la même manière, alors, à une échelle moindre, parce que c'est en France, c'est en Hexagone que j'allais dire les moyens sont supérieurs à ce qu'on permet et ce qu'on dévolue à l'outre-mer ou à Mayotte en particulier. Mais je remarque aussi qu'il y a des retards pris, par exemple, quand il y a des catastrophes climatiques autour de la Méditerranée. On n'est pas prêt à ça. Éric Coquerel, vous restez avec nous. On poursuit ce rendez-vous après le fil info à 8h42 avec Laura Dulieu. 2 personnes ont été tuées et 68 blessées dans une attaque à la voiture bélier hier soir en Allemagne. Ça s'est passé dans la ville de Magdebourg, la capitale de la Saxe, à 160 km de Berlin. Une voiture a foncé sur la foule d'un marché de Noël. Le principal suspect a été arrêté. On ignore à l'heure actuelle ses motivations, mais il a agi seul, selon le chef du gouvernement régional. Jusqu'à 16 ans de réclusion criminelle prononcée hier soir contre les accusés au procès de l'assassinat de Samuel Paty en 2020. Les 2 amis de l'assassin du professeur ont tous les 2 été reconnus coupables de complicité d'assassinat. La Cour condamne également les 2 auteurs de la campagne de haine sur les réseaux sociaux, reconnus coupables d'association de malfaiteurs terroristes. Ils écopent de 13 et 15 ans de réclusion criminelle. À Mayotte, l'aide arrive toujours au compte-gouttes au lendemain du départ d'Emmanuel Macron, venu constater l'étendue de la catastrophe et des besoins dans l'archipel ravagé par le cyclone
Chido il y a 6 jours. Le président promet le raccordement au moins partiel des foyers à l'eau dès aujourd'hui. Le bilan provisoire s'élève à 35 morts et quelques 2500 blessés. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Benjamin Fontaine. Et ce matin, Éric Coquerel, président de la commission des finances de l'Assemblée, député LFI de Seine-Saint-Denis. Éric Coquerel, le gouvernement Bayrou n'est pas encore nommé, que déjà vous annoncez sa chute. Vous annoncez qu'il passera pas l'hiver. Dans le Parisien, Jean-Luc Mélenchon dit qu'il va sauter le Premier ministre le 16 janvier, 2 jours après la déclaration de politique générale. Et que la solution, c'est une présidentielle anticipée. Tout ça a l'air clair pour vous et ça exaspère, c'est peu de le dire. Fabien Roussel, le patron du PC, on l'écoute. Qui peut dire aujourd'hui je serai candidat, etc. Il n'y a que Jean-Luc Mélenchon pour le faire parce qu'il a un nombril qui lui monte jusqu'au cerveau et qui voit plus le ciel. Mais c'est vraiment pas la priorité. Pensons à ce que vivent nos concitoyens. Entendons la colère qui monte justement contre les responsables politiques qui vous parlent d'élections alors qu'aujourd'hui, eux, ils pensent facture, emploi, services publics, retraite. C'est Fabien Roussel qui dit c'est pas, avec un ami comme ça, d'extrême droite. Avec un ami comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Avec Roussel, il est toujours là où il faut. C'est le NFP. Ça veut dire quoi ? Ce que j'observe, c'est que si vous voulez, par exemple, il a annoncé, c'est un des responsables du nouveau Front Populaire, qui a annoncé qu'il était le plus opposé à la censure. Son groupe à l'Assemblée nationale dit comme nous, c'est-à-dire s'il n'y a pas de vote de confiance, il y a censure. Donc il joue pas franchement. Mais vous entendez non mais je vais répondre par rapport à ça. Je vais répondre par ça. Où va-t-il puiser l'idée qu'il représenterait comme ça une opinion qui, en plus de ça, avec des critiques qui nous sont faites, qui sont en général ceux de nos adversaires politiques et qu'il reprend. Bon, je veux dire, il s'est fait c'est un exercice dans lequel il se complaît depuis des mois, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une critique vis-à-vis de nous, une attaque vis-à-vis de nous, venant de la droite, venant du macronisme, venant de l'extrême droite, on trouve Monsieur Roussel qui en fait écho. Donc ça commence. Je ne mets pas tous les communistes quand je dis ça. Mais là, ça commence à faire... sur le fond. Alors, je vais revenir maintenant sur le fond. 64% des Français demandent la démission de M. Macron, le départ de M. Macron. Donc, j'ai pas l'impression, à moins que M. Roussel soit un sondage à lui tout seul qui infirme ça, j'ai plutôt l'impression que dans le pays aujourd'hui, il y a la compréhension que le point de blocage, le problème vient avant tout de l'Élysée, qui a décidé de dissoudre, qui a perdu 2 élections de suite, qui quand même est censuré avec le gouvernement Barnier, et qui continue à vouloir imposer des gouvernements minoritaires, appliquant des programmes minoritaires à la population, et que c'est ça, à mon avis, le problème majeur, plutôt que de savoir la petite histoire entretenue, comme quoi, quand on demande un départ de M. Macron, ce serait pour, avant tout, les intérêts de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas ça le problème. Il se met encore en avant aujourd'hui, il dit lui-même qu'il est prêt à y aller, donc ça laisse sous-entendre quand même qu'il y a quelque chose... À travers un interview où il explique pourquoi nous demandons la démission et le départ, vous retenez la phrase que oui, il est prêt à y aller, mais ça c'est normal, comme responsable politique à un moment donné... Non, mais il est pas sur le il peut assumer. Donc, je vais vous dire une chose. Un responsable politique du NFP, qui est surtout en situation, devrait d'abord se demander qu'est-ce qui est bon pour le pays. Est-ce qu'on va durer 30 mois comme ça avec M. Macron, dont on voit de plus en plus qu'il est complètement décalé par rapport à la situation du pays et qu'il veut, je le répète, parce que c'est dans n'importe quelle démocratie, ça se passe ça comme ça, il veut nous imposer un gouvernement des perdants. Est-ce que véritablement on pense que c'est possible ? Il avait la possibilité de faire autrement, de nommer un gouvernement NFP, de tenter de nous donner quelque part la main. Il ne l'a pas fait. Que ça vous plaise pas que les communistes, les socialistes aussi, François Hollande dit qu'ils ont repris leur liberté. Voilà. Vous avez remarqué aussi que François Hollande représente une... Ben oui, mais c'est un fait. Là. Oui, il y a globalement un mouvement, moi, je vais vous dire une chose, qui s'éloigne des insoumis. Oui, j'entends bien. Mais sauf que vous le fait, c'est que je passe beaucoup de temps, moi, avec des gens qui ont voté NFP, des militants, y compris de tous les partis, et ils sont plutôt d'accord avec nous, plutôt que d'imaginer je ne sais quelle coalition ou je ne sais quelle coopération ou je ne sais quel accord avec ceux qui nous imposent des politiques d'austérité, des politiques de rigueur, des politiques de casse du dépense publique, qui refusent d'abroger la réforme des retraites, qui est très majoritaire dans le pays. Donc, la situation, elle est ça. Alors, M. Hollande peut dire ce qu'il veut, M. Roussel peut dire ce qu'il veut. Je doute qu'il représente une part importante à la fois de l'électorat, à la fois NFP, à la fois des militants NFP. Moi, je ne ressens pas ça. Je ressens que les gens, ils en ont assez, qu'on veuille leur imposer une politique injuste et inefficace, et qui est minoritaire dans le pays. À ce stade, il y a un Premier ministre qui tente de faire un gouvernement, sans doute, durant le week-end. Est-ce que vous dites même à François Bayrou ce matin, gagnons du temps, faites pas ce gouvernement, de toute façon, il va pas tenir. Pour le coup, on gagnerait 3 semaines. Oui, mais est-ce que vous allez jusque-là ? Mais je vais jusqu'à dire qu'il faudrait... La solution qui aurait dû être prise depuis le début, c'est qu'on appelle le NFP à gouverner. C'est ça qui aurait dû être fait. Là, tout de suite. Rendez-vous compte qu'on est dans une situation, c'est quand même improbable.
On a eu Monsieur Barnier, représentant du parti qui a le plus mauvais résultat aux élections législatives, d'accord, qui se retrouve dans une assemblée avec quelque chose de totalement impossible. Moi, je l'ai vécu. C'est même pas qu'il avait une minorité de 213 députés. Il avait personne en face de lui, des gens divisés, 20 à 30 députés. On redonne la même mission à Monsieur Bayrou, qui est une mission impossible. Donc, ça se terminera de la même manière. La main tendue sur les retraites par François Bayrou. Quelle main tendue ? Y compris rediscuter la mesure d'âge de 64 ans. Attendez, la main tendue de M. Bayrou, on lui dit... Alors, c'est intéressant, ça, justement. C'est-à-dire qu'on a les socialistes, par exemple, qui, manifestement, parce qu'ils veulent pas de présidentielle anticipée, donc à partir de là, ils se disent il faut durer 30 mois, donc il faut essayer de trouver un accord, et ils mettent des choses sur la table, par exemple. D'accord ? Ils disent, OK, on veut bien l'abrogation, qui est pourtant largement majoritaire dans le pays, qui est notre programme, on veut bien le mettre, qui a une majorité à l'Assemblée disponible, on veut bien le mettre de côté. Qu'est-ce qui se passe ? Ils disent gel. Qu'est-ce que dit M. Bayrou ? Il dit... On en rediscutera dans 9 mois, mais il est hors de question de remettre ça en question. Ils disent, je donne un exemple, ils disent, on vous propose pas de 49.3, pas de censure. Ce que disent les socialistes. Réponse de M. Bayrou, non, d'accord, mais sauf notamment sur le budget, dans les conditions extrêmes. Mais c'est toujours les conditions extrêmes. Mais la question des retraites, c'est le financement. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de grain à moudre. Des retraites, ça, pour le coup, ça peut être constructif, ça, non ? Comment ? La question des retraites, c'est le financement. Excusez-moi, mais non. La question des retraites, c'est d'abord d'abroger une réforme injuste, inefficace, inutile, que les Français ne veulent pas, que tous les syndicats ne veulent pas, qu'une majorité à l'Assemblée nationale ne veut pas. Et je ne vois pas au nom de quel principe on voudrait contraindre absolument toutes les composantes dont je viens de vous parler, le peuple, les salariés, les syndicats et même l'Assemblée nationale, à devoir absolument accepter quelque chose dont je rappelle qu'il n'a même pas été voté, il a été imposé par 49.3. Bon, donc moi je ne vois aucun compromis, et c'est d'ailleurs pour ça, puisque vous me revenez sur les déclarations des uns et des autres, que je ne sais pas ce que pense M. Hollande. Par contre, j'entends M. Faure, j'entends M. Caner quand il sort de Matignon, qui disent de plus en plus, il y a une impasse. Ils vont revenir au bercail, comme dit Jean-Luc Mélenchon ce matin. Je vous parie une chose, je le dis sur la table, parce que moi, vis-à-vis de mes camarades du Nouveau Populaire, je leur dis plutôt, bon, revenons quelque part, ressoudons-nous, refaisons un bloc, parce que c'est comme ça qu'on peut être efficace. Vous allez voir que les socialistes, les écologistes, les communistes, et sûrement les socialistes voteront la première motion de censure. Et si c'est pas le cas, vous verrez que la deuxième motion de censure sur le budget fera en sorte que le gouvernement Bayrou ne terminera pas l'hiver. Eh bien, rendez-vous en janvier. En attendant, François Bayrou doit constituer son gouvernement. Il nous l'a promis avant Noël. Merci Éric Coquerel, député de la France Insoumise, d'avoir été avec nous ce matin sur France Info. La Fond continue après le fil info.